copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, prêts à mettre le feu si le film ne leur plaît pas, ils n'hésiteront pas à l'incendier. J'ai le plaisir de retrouver Eric. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, plus pompier que pyromane, il garde malgré tout le feu sacré. Promis, j'arrête les blagues pourries après. Salut Alain. Salut Clémence. On dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, des super pouvoirs en veux-tu en voilà. Pyrokinésie, télépathie, télékinésie. Non, vous n'êtes pas dans le dernier Marvel, mais dans la dernière production signée Blumhouse. On y découvre Charlie, gamine de 11 ans, traquée avec sa famille par une agence gouvernementale qui en veut à ses extraordinaires facultés. Bah oui, maîtriser le feu, ça ferait une super arme de destruction massive. Les fans de Stephen King l'auront reconnu, il s'agit d'une nouvelle adaptation de son roman intitulé Charlie. Bon, c'était pas trop dur à reconnaître. Un roman déjà adapté sur grand écran en 1984 par Mark L. Lester. Pour cette version de 2022, c'est le réalisateur Keith Thomas qui s'y colle. Il s'était fait connaître en 2019 avec The Vigil, un long métrage horrifique au concept basé sur la religion juive. Sorti aux États-Unis au mois de mai, à la fois en salle et sur la plateforme de streaming Peacock, Firestarter débarque dans les salles françaises ce mercredi 1er juin. Alors, c'est quoi votre météo, les garçons ? Je sais plus, je me souviens plus. Je me souviens qu'il pleuvait quand j'ai vu le truc, mais sinon je ne me souviens plus. De la pluie. Eric ? Bah c'est très 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 plat. C'est pas une météo, ça. Un temps plat. Un temps plat. Ouais. Un temps monotone. Monotone, ouais, c'est ça. Je sais pas, moi si je me concentre très très fort, on devrait pouvoir faire tomber la plus grosse pluie possible sur ce film de merde, non ? Hein ? On peut dire ça comme ça, j'en sais rien. Voilà. Très bien. Bon, on sent la fin de saison qui arrive, hein. L'inspiration est plus trop. Surtout la fin des haricots là pour le cinéma quand tu vois un film comme ça, quoi. Mais on pourrait dire parler. Une météo aride. Aride, oui. Bon, bah, en tout cas, vous allez nous expliquer tout ça tout de suite. Je crois que vous êtes assez unanime au final, hein. Donc, qui commence, Julien ? Oui, si tu veux, ouais, c'est nul. Il y a rien, il y a rien, il se passe rien. T'as l'impression qu'il se passe rien. T'as l'impression qu'il y a pas de scène, il y a pas de FX, il y a pas de, je sais pas moi, il y a rien là-dedans. Enfin, c'est incroyable quoi, à quel point ce film est dépouillé dans le pire sens du terme, hein, vraiment. C'est pas du tout incarné. Moi j'ai un gros problème avec Zac Efron. Je trouve que ce mec j'arrive pas à me dire qu'il existe en fait, ce mec, surtout que là il doit on va forcément parler de Stephen King et puis de son roman, et là il doit incarner un homme du peuple, enfin le héros archétypal en fait de Stephen King et tout, mais tu y crois pas une seconde. Ce mec il passe ses journées à faire du sport et à faire des masques pour avoir une belle peau. Il est nul, il est à chier, tout est nul quoi. La gamine aussi elle est nulle, c'est pas du tout incarné. Alors ce qui est étonnant c'est que et c'est là, enfin c'est pour moi le seul angle en fait sur lequel on peut discuter un peu du film, c'est le rapport en fait à Stephen King, au roman. C'est-à-dire que Firestarter, c'est un roman qui est sorti en 80 je crois, si mes souvenirs sont bons, et c'est une époque où ça faisait déjà un moment, lui il était vraiment sur la pente ascendante, c'était vraiment l'époque où il explosait, et il était clairement sous l'influence, si ce n'est de la cocaïne à cette époque, mais si déjà il était coqué, mais en tout cas de l'alcool.
Et du coup, je veux pas faire une apologie des drogues, hein, évidemment, mais allez, quand même. Non, mais il y avait une furie, en fait, je trouve, dans ces romans. C'est-à-dire qu'il y a un truc chez Stephen King qu'on lui a rarement reconnu, je trouve, qui est que, pour moi, il a un côté romantique, d'un point de vue littéraire. Sur la définition littéraire, hein, je parle pas du romantique tel qu'il a pu être approprié ensuite, mais c'est-à-dire quelqu'un qui est sur des trucs de passion assez exacerbés et tout. Donc il a réussi à mêler ça avec toute une imagerie américaine. Donc là, en l'occurrence, sur Charlie, il y avait deux choses qui étaient... c'est un film quand même... c'est un roman qui vient aussi des années 70, donc de toute la période post-Watergate, tout ça, etc. Et Vietnam aussi. Et Vietnam aussi, effectivement, Eric. Et puis, il y a un autre truc qui était, oui, avec l'antagoniste, enfin, un des antagonistes. Et puis aussi, tout le truc de Stephen King avec les enfants, hein, qui est un truc qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et qui venait de... lui, il avait déjà ses 3 enfants quand il a écrit ce roman, et qui vient de le côté déroutant d'être un père. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est bizarre, en fait, un enfant, parce que c'est quelque chose qui vient de toi, c'est en même temps quelque chose que tu peux pas comprendre. J'utilise chose exprès, hein, c'est pas une dépréciation pour les enfants, mais c'est un truc que tu comprends pas complètement non plus, qui te dépasse. Et puis c'est aussi un être qui a parfois c'est pas forcément des fulgurances, mais enfin en tout cas qui a une appréciation de la réalité, qui a un tremplin parfait pour introduire le fantastique dans un milieu extrêmement commun, ce qui est donc une des grandes forces de la littérature de Stephen King. Tout ça pour dire que le roman, en tout cas les souvenirs que j'en ai, mais je crois qu'Eric en parlera peut-être mieux que moi, il a peut-être des souvenirs un peu plus vifs du roman. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais le roman, il est habité quand même, c'est puissant, quoi, ce truc, quoi. Et c'est des choses, en fait, que tu te dois de retranscrire. Encore une fois, c'est pas un Blumhouse original, quoi. C'est une adaptation d'un des je pense quand même un des plutôt grands romans en fait de Stephen King. Firestarter, c'est super quoi ce roman. Et là il y a que dalle. C'est-à-dire que la gamine elle est jamais mystérieuse. T'as le rapport entre le père et la gamine qui est mais alors moi je trouve totalement inexistant. Il y a même pas de complicité. J'ai l'impression qu'ils sont. C'est un film. T'as l'impression qu'ils ont déposé les armes avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Enfin c'est incroyable. Je sais même pas comment ça. Alors je sais que le film a eu une production assez compliquée. Il y a eu plusieurs cinéastes qui étaient rattachés à ça. Le scénariste là, Akiva Goldman, là, qui était aussi. Il devait le réaliser, ouais. Il devait le réaliser, ouais. Mais je crois qu'il a contribué à l'écriture aussi, du coup, non ? Donc voilà, et j'ai eu moi une impression la seule explication que je peux donner à un rattache pareil, c'est de me dire Jason Blum il devait avoir les droits encore sur le roman, ça devait être ça, ouais. Et il devait les faire très vite. Donc il a trouvé un mec qui venait juste d'apparaître, qui était très malléable, et il lui a demandé de le faire pour très peu d'argent. Et du coup tu te retrouves avec un truc qui est même pas, je trouve. En fait, c'est même pas à la hauteur des direct vidéo qui pouvaient sortir, qui fleurissaient dans les années 90, adaptés de Stephen King, parce que ces films-là avaient au moins un avantage, c'est qu'ils avaient compris que Stephen King, c'est aussi un mec qui montre le fantastique. Il te cache pas la bestiole. C'est-à-dire que si je dois donner un point de comparaison avec une adaptation récente, les Ça de Andy Muschietti, qui sont pas des très bons films, mais au moins il y a ça. Surtout dans le deuxième opus, c'est-à-dire que t'as des monstres partout. Tout le temps, et rigolo et machin. Ça, c'est du Stephen King. C'est pas un mec qui est dans le truc, on cache et tout, la bestiole. Là, et je pense qu'il y a aussi un problème fondamental, en fait, dans ce projet, c'est que je pense que Stephen King est pas compatible avec Blumhouse. C'est-à-dire que Blumhouse, qui s'est imposé sur la scène du fantastique depuis quelques années, est connu d'une part pour faire des trucs high concept. Et moi, je trouve que Stephen King, c'est pas vraiment en fait un auteur de high concept. Et puis surtout, pour faire un fantastique qui est plutôt dans la retenue. C'est à base de jumpscare, ou alors d'ambiance au mieux, ou alors de... Voilà, mais ils te montrent pas grand-chose, en fait, dans les films Blumhouse. Ils ont toujours fonctionné comme ça, quoi. Et ça se sent, là, en fait. C'est-à-dire que t'as un pauvre maquillage gore, à un moment, là, qui traîne. Et puis sinon, tu vois pas les pouvoirs, tu vois très peu, quoi. C'est ridicule, c'est nul. Le feu, c'est un bel élément à mettre en scène, il est jamais mis en scène.
c'est naze quoi. Voilà. N'en jetez plus. Mais merci pour cette critique. Eric, Non, mais il a raison. tu partages ce manque d'enthousiasme. Il a raison. Moi, souvent, en fait, quand je les écoute sur des films que j'ai pas vus, je me dis toujours que je vais essayer de les aimer en secret. Et puis, je leur dirai pas si j'aime bien. Et généralement, ça n'arrive pas. Et sur celui-là, même chose, parce que j'entendais Stephen King qui disait qu'il aimait bien le film. Ouais, mais il dit toujours au moment de la sortie. Oui, tout à fait. Puis il aime bien la deuxième version de Shining qui est catastrophique, etc. Puis c'est quelqu'un qui c'est une bonne mère. Il est bienveillant en fait avec les projets qui viennent de lui. Moi, ce qui me surprend en fait dans ce film, c'est que déjà le scénariste se permet de réécrire des choses. Et assez radicalement de donner des super pouvoirs aux méchants, enfin des trucs qui étaient pas du tout dans le roman et qui en plus servent à rien. Mais il y a un truc en fait qui est intéressant dans ce film, et malheureusement c'est pas le film, c'est que en fait arrive de plus en plus, on parle des Marvel, mais ça arrive de manière un peu plus globale dans le cinéma. Je sais pas comment dire ça, mais en fait un refus total de subversion même dans les films d'horreur. C'est-à-dire que là, ce Charlie-là, il se concentre sur la famille sans arriver à dire quoi que ce soit d'intéressant dessus. Là où le roman, que moi j'adore, effectivement je trouve que c'est limite son meilleur, c'était sur il faut pas faire confiance au gouvernement, les expérimentations sur les gens faites un peu à leur insu, c'était extrêmement paranoïaque, c'était extrêmement agressif. Et si je peux rebondir juste là-dessus, Eric, et je te laisse ensuite, parce qu'en plus c'est un matériau, c'est une autre réflexion que je me suis faite justement. Je me suis dit, mais en plus ça, le truc de la parano, des complots et tout, très moderne. Et surtout après tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout, c'est un matériau à travailler. C'est dans la société en ce moment, ce truc-là, ce truc de se monter des trucs et tout, puis de te rendre compte que non, ça c'est faux, mais ça c'est vrai, etc. T'as un truc super là pour travailler, je pense, sur le cinéma d'horreur. Exactement. Et alors c'est Scott Teems qui a réécrit le script. Scott Teems qui a travaillé notamment sur le script de Halloween Kills qu'on avait traité cet hiver et dont on n'était pas très fan non plus. Oh, mais Halloween Kills, c'est un chef-d'œuvre à côté de ce film. Hein. Et en fait, toute cette thématique-là dont on parle, il faut savoir qu'elle est expédiée dans la minute et demie de générique. Et donc après, il reste plus rien en fait, parce que c'est des scènes coupées. Ouais, non, mais clairement là, quand tu disais que il y a peut-être des problèmes de droit sur ce film, en fait, c'est le premier truc qu'on se dit dans ce film, c'est qu'en fait, il y a eu des problèmes de droit et de budget, parce qu'il y a beaucoup trop de têtes qui parlent, il y a beaucoup trop de scènes dans des apparts où les gens se regardent. Enfin, c'est pas du tout Firestarter. Je pense que c'est un petit peu une catastrophe industrielle ce film. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis des gens qui nous écoutent, parce que quand je les lis, moi je fais attention à ce qu'ils postent. Hein. Quand je les lis, ils sont quand même bah voilà, enfin bon, ils sont quand même très très cinéphiles, et je pense que ce genre de film là qui est complètement aseptisé, ça va pas du tout passer auprès de cette audience là quoi, du tout. Donc si vous pensez qu'on est trop dur parfois aussi, voilà, je pense que sur ce film-là, je pense que vous allez plutôt être d'accord avec nous, parce que il est vraiment très très problématique ce film. Et ce problème de budget aussi un souci, parce que c'est aussi du grand spectacle, Firestarter. Ah ouais, clairement. Et tu vois, le film de Lester est pourri, hein. Non, c'est naze. Hein. J'allais vous demander, vous l'avez vu le film? Oui, bien sûr, mais c'est de la merde. Hein. Mais il y a un tout petit peu plus de spectacle au moins à la fin. Mais clairement. Elle envoie des vraies boules de feu, des vrais machins et tout. Et il faut se souvenir que c'était un projet auquel était attaché Carpenter. Hein, après The Thing, on en a parlé dans l'excellent podcast que je vous invite à écouter, qu'on a fait de capture. Ouais. Permettez-nous de nous citer. Voilà, permettez-nous de nous citer. Mais c'était à l'époque, quand il était attaché Carpenter, c'était un très gros budget, hein, Firestarter. Et c'est pas un hasard, c'est parce que tu as besoin aussi de ce budget-là. Parce qu'en fait c'est Akira avant l'heure en fait, voilà, il y a un truc comme ça, et c'est Fury aussi de De Palma, c'est vraiment deux œuvres qui sont assez similaires, qui commencent dans la cellule familiale pour atteindre des proportions dantesques à la fin, apocalyptique vraiment. Charlie elle défonce une ville entière quasiment. Enfin, on est d'accord, c'est pas une ville mais voilà, et là elle défonce je sais pas moi un papier peint. C'est ça. Un chat, ouais, c'est ça. Oui, c'est clair, Charlie, c'est le chaos rampant à la fin. C'est très important de mettre ça en scène pour comprendre ce qu'est le personnage et à quel point, en fait, c'est quelqu'un qui est brimé, en fait, pendant toute l'histoire et qui explose à la fin.
Et là, bon, non seulement la fin est nulle, qui devient un vrai monstre aussi. Et qui devient un monstre contre exactement. tout le monde, Ouais. y compris contre. Exactement. Et là, ils se permettent de tout réécrire à la fin, ça n'a ni queue ni tête. Ouais, c'est vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu aimer. J'ai essayé, hein. Vraiment envers et contre tout, et juste, j'y arrivais pas, quoi. Juste pour nous faire chier. C'est ça. Je me suis dit, tiens, mais ça se trouve, c'est un peu bergmanien, toutes ces têtes qui parlent là, tout le temps, ce Dans refus des de l'action et tout. porte. Et j'y suis pas arrivé, non. Stéphane, toi, t'es d'accord avec ça? Ouais, bah évidemment. Alors tout le monde, mes deux comparses sont passés avant moi, donc je vais forcément continuer à tirer sur l'ambulance. Moi, je connaissais pas trop le roman, mais je connaissais évidemment le film original. J'ai pas lu le roman. C'est vrai que le film original est pas terrible. Après, en même temps, c'est Mark Lester, même si bon, évidemment, c'est le grand réalisateur de Commando, donc Il y a forcément... George T. Scott qui joue un Indien dans le film. Ouais. Déjà, il y a un problème. C'est ça. Idée Il était un géniale. peu rigolo, lui, tu vois. Voilà. Clair. Mais ceci dit, il y avait une bonne idée de casting dans l'original. C'est Drew Barrymore, quoi. Ouais. Ça plutôt, enfin, je veux dire, déjà gamine, elle était très charismatique, quoi. Et puis elle sortait de E.T. et tout à l'époque. La problématique en fait de ce film-là, c'est que eux, ils n'ont pas oublié. Alors, ils n'ont pas oublié. Ils essayent de te faire croire que, si tu veux, ils se rappellent que Carpenter devait faire le film, puisque c'est lui qui fait la musique. Il fait la musique, et pas tout seul, avec Cody Carpenter. Avec son fils, évidemment, Son fils. toute son équipe, quoi. Elle est bien, la musique, d'ailleurs. Eh ben, moi, je trouve que, justement, ils sont vraiment pas fait Ah ouais. chier non plus. Si, Ouais, si, mais moi, je trouve que ça marche assez, bien. mais c'est assez terrible parce qu'en fait, ça donne le là pour une espèce de volonté, mais c'est un espèce de, comment dire... c'est vraiment du ripollin sur le truc, c'est d'essayer de faire un film années 80. C'est-à-dire, mais alors... Oui, mais attends, évidemment, c'est à l'avenant de tout le reste. Je vois Clémence qui tire un peu, là, qui fait la moue, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, évidemment. Mais quand je dis années 80, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en gros, t'as ce score qui est censé renvoyer à ça. C'est-à-dire l'aspect, on va dire, métronomique des synthés des années 80. Et ce moment absolument hallucinant où, en gros, dans le climax, on va te mettre quelques couleurs, tu vois. En fait, en plus, ça se passe dans la prison, en fait, en gros, dans le QG Dans le centre gouvernemental secret. voilà, qui est donc censé être l'endroit le plus triste au monde. C'est le seul où il y a un peu de couleur. Donc c'est quand même hallucinant parce que tout le reste du film est à l'avenant. C'est filmé, mais avec une platitude. Moi, j'ai rarement vu. C'est-à-dire, Julien pointait du doigt que les téléfilms en fait qui sont sortis dans les années 80-90 en fait adaptés de Stephen King étaient de meilleure facture, et c'est vrai, ne serait-ce que pour une seule et bonne raison, c'est que autant qu'ils pouvaient, ils essayaient d'éviter de réécrire ce qui était constitutif de la littérature de Stephen King, quoi. C'est-à-dire vraiment ils essayaient de garder ce que lui avait écrit, même s'ils étaient obligés de sabrer dedans, même si machin. Là, effectivement, moi j'ai pas lu encore une fois Firestarter, mais c'est évident que en gros ils ont pris le squelette en gros de ce que ça raconte, et en fait ils ont écrit quelque chose qui va dans tous les sens, quoi. Même pas le squelette, le pitch, vraiment. Le pitch de base, quoi. Le squelette, ils auraient suivi, si tu veux, la trame narrative, ce qui est pas vraiment le cas, en fait. Voilà, C'est clair, c'est un road movie à la base qui commence la nuit, c'est hyper angoissant au départ. J'adore l'intro du bouquin, moi, et quand tu vois l'intro du film... Mais là c'est censé être d'une famille qui est en fuite, mais déjà sur un film qui fait à peu près 1h30, ils sont pas en fuite avant 50 minutes. Tu vois, puisque ça se passe dans leur baraque un peu gentrifiée, là, si tu veux, tranquillou, quoi. Surtout ensuite, moi, je vraiment, enfin, au-delà du fait que ce soit un des films les plus dégueulasses visuellement que j'ai pu voir en fait ces derniers temps, quoi, ça en dit long, quoi, mais vraiment avec des plans flous, t'as l'impression qu'en fait il y a eu 2 prises et basta, et on remballe et on voilà, t'as l'impression que c'est jamais rattrapé à l'étalonnage. Enfin, c'est vraiment visuellement c'est dégueulasse, c'est d'une pauvreté absolument affligeante. Au-delà de ça, tu te rends compte que, alors oui, est-ce que c'est des scènes coupées, est-ce que c'est des trucs, mais il y a des moments très bizarres. Par exemple, je vais spoiler, mais t'as la mort de la mère, qui est littéralement un non-événement en fait dans le film, c'est-à-dire qu'elle meurt. Personne ne s'en émeut à aucun Voilà, moment. elle meurt, et en fait la scène qui arrive juste après, c'est Charlie qui s'émeut d'avoir cramé un chat. C'est ça. Et là, d'un seul coup, en fait, la scène remplace totalement le deuil, si tu veux, et tu te dis, mais c'est... Et alors, tu cherches à savoir si ça va quelque part. Si tu veux, est-ce que c'est une manière de... Non, rien du tout, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est les scénaristes qui ont essayé de gruger avec ça. Non, pas du tout, c'est juste, en fait, ils ont oublié. Ils ont oublié que la mère était morte, et donc, du coup, en fait, ils font pas la scène qui va avec, quoi. Et après, ils en reparlent comme si de rien n'était. Oui, voilà, c'est ça. Et la gamine, en fait, la scène d'après, elle est en train de se balader dans un champ, en train de rigoler, quoi. C'est la scène d'après. La mort de sa mère, tu vois, après avoir fui. Donc là, tu te dis, mais vous en avez rien à foutre de ce film, en fait. Vous en avez rien à foutre de ce que vous racontez, c'est pas possible, quoi. Et il y a le personnage de Zac Efron qui fait une blague LGBTQ friendly aussi, parce qu'à un moment, le chat est mort, il dit I don't know if he was a he or a she or a they.
C'est complètement. Tu te dis, mais de quoi vous parlez, les gars là mais Charlie, là. Mais tu vois, c'est tout le truc de Zac Efron, c'est-à-dire que bon, on en a fait des gorgées chaudes sur comment il s'appelle, sur Jared Leto. Dans cette émission, hein, on lui a quand même taillé un beau costard, quoi. Mais Zac Efron, c'est la version baraquée, quoi. C'est la version comment dire, surfeur californien, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, Timothée Chalamet aussi, pas très différent. Ouais, mais c'est quelqu'un que tu peux pas utiliser. Enfin, j'ai conscience qu'il y a une frange de fans avec High School Musical, tous ces trucs là, etc., hein, mais en fait c'est quelqu'un que tu peux pas utiliser en dehors de comment dire, de ses attributs physiques, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est pas un acteur, en fait. Zac Efron, c'est un poster boy, quoi. Il a pas grand chose à défendre, quoi. Et comme en plus on lui file rien à défendre par-dessus le marché, effectivement, que ce soit lui, que ce soit la gamine, il n'y a pas de cœur émotionnel dans ce film, qui fait que, et ça c'est quand même le truc le plus hallucinant, enfin je veux dire, il y en a des merdes, hein, adaptés de Stephen King, il y en a eu un paquet, hein, mais je cherche vraiment de mémoire une merde, en fait, où à ce point-là, en fait, t'en as littéralement rien à foutre de ce qui se passe à l'écran, parce que, enfin, eu égard aux matériaux d'origine, eu égard aux capacités, en fait, de Stephen King, là, se jeter ça à la poubelle, en fait, pour faire ça n'a aucun sens, en fait. Et effectivement, donc peut-être des débuts de piste, en fait, dans ce qu'ont soulevé Eric et Julien auparavant. Moi, je penche aussi sur l'incapacité totale, en fait, des gens qui sont derrière la caméra. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que comment dire... que même au-delà du budget, du temps, en fait, si tu veux, il y avait la volonté d'essayer de faire quelque chose. L'utilisation des pouvoirs, enfin, c'en est là, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est même pas dans une approche minimaliste. C'est-à-dire, on n'est même pas là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va faire cramer un truc, c'est juste, en gros, c'est un espèce de halo, de, comment dire, de réverbération. En fait, c'est même pas le filtre sur After Effects. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est les trucs que tu trouves, les YouTube précalculés sur écran vert, que tu peux incruster facilement, quoi. C'est aberrant. Entre le fait foireux et en gros, je sais pas, le plus petit le plus chiche, en fait, des Kamehameha dans Dragon Ball, quoi. J'en sais rien. Enfin, c'est des trucs, tu vois. Donc, c'est rien. Et c'est ça le truc, en fait. La seule promesse éventuelle, en fait, si tu te dis que tu vas avoir un film de merde, la seule promesse éventuelle d'un film comme Firestarter, c'est de te dire que tu vas avoir au moins un spectacle pyrotechnique. Rien, voilà. Donc enfin ouais, je pense que c'est presque, avec Morbius, ça doit être le pire film qu'on a traité depuis ce début d'année, quoi. Enfin, depuis 2022, quoi. En plus, ce qu'on cherche là-dedans, c'est pas du tout... Vraiment, je suis sincère, hein, c'est pas du tout une perfection ou une tenue, c'est un peu de passion. Et en fait, ces films-là, ils sont dépourvus de toute passion. Donc c'est très très triste quand on aime vraiment le matériau original. Oui, et puis voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est très dur, et là, bon, moi, encore une fois, je connais pas la BD, le comics Morbius, mais ce qui est rude, là où c'est bien pire, je trouve, c'est que t'as... comment dire, déjà je ne vois pas qui peut être contenté par ça. C'est-à-dire que sur Morbius, je me dis un mec qui a jamais vu de blockbuster de sa vie et qui machin et tout bourré éventuellement. C'est les visiteurs, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, bon, ils y arrivent avec du passé et tout, voilà, ça, bon. Mais là, je pense que tu vois, voilà, les visiteurs, là, Jean Reno et puis Christian Clavier, là, Jacouille et machin, ils arrivent, ils voient Firestarter, ils se disent, mais c'est horrible cette invention au cinéma. Arrow sur la cabine de projection, ils détruisent tout. Et ils ont raison, c'est ça qui est terrible, quoi, tu vois. Ça, c'est Montjoie Saint-Denis. Voilà, je suis en train de visualiser la scène. Mais non, mais et puis le truc, c'est que surtout, encore une fois, c'est adapté de Stephen King et pas d'un de ses romans, par exemple récents, qui sont plus faibles ou des trucs comme ça. Non, c'est Firestarter, c'est pas dégueu, quoi. Donc c'est quand même un roman qui a été numéro 1 en première place sur la liste des best-sellers du New York Times. Comme tous les Stephen King de cette époque-là. Mais si tu veux, c'est pas ça. Si tu veux, le truc, c'est... Enfin, au moins, l'avantage, je vais te dire, c'est que cette adaptation-là, elle sera complètement oubliée. Elle est déjà oubliée. Elle est pas sortie, mais elle est déjà oubliée. Et tu pourras refaire une belle adaptation de... Ouais, mais bon, s'il faut attendre 40 balais, déjà 40 ans avant que ça arrive, ça c'est une chose. Ensuite, l'autre truc qui est vraiment étonnant, c'est que Julien les a cités tout à l'heure, les nouvelles versions de ça, c'est des succès. C'est des succès énormes, en fait. Donc tu pourrais au moins te dire que on va peut-être mettre un peu d'argent là-dedans pour essayer de faire en sorte que on ait quelque chose qui tienne à peu près la route, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est ça qui est vraiment étonnant, quoi. Ouais, moi je pense vraiment qu'il y a une vraie problématique d'incompétence, de passion comme dit Eric, mais d'incompétence aussi totale, quoi. C'est-à-dire, moi le mec là, si je vois son nom sur un autre générique, j'y vais pas, quoi. Kiss Thomas. Je me barre en courant, quoi. Tu l'auras oublié.
Voilà. Alors, Non, je vais essayer de me rappeler. J'essaye de voir un petit peu dans les trucs. Ah, c'est le réalisateur de Firestarter. Ah il a quand même dit qu'il réfléchissait à une trilogie Firestarter. C'est vrai. Ouais, un 2, un 3. Quoi ? Ouais. Il y avait un 2 qui était sorti C'est vrai, et d'ailleurs je au voulais début le voir. des années 2000, où je elle voulais était le voir. grande, Charlie, tout ça. Bref. Bon, finalement, si vous voulez voir l'histoire d'une ado qui apprend à maîtriser des pouvoirs un peu surnaturels, vaut mieux voir Red Alert. Oui, carrément. C'est vrai. Ça, c'était dernier, vraiment très bien, Red Alert. Ouais. Alerte rouge. Alerte Ah, rouge. dont Non, on, et puis dont je sais on pas avait si- enregistré un podcast, faut le dire, parce que c'est quand même un peu dans l'histoire secrète de Sale Temps pour un film. On avait enregistré un podcast qui a été littéralement bouffé Ouais. par la machine. C'est Et on n'a dommage. jamais pu le diffuser. Et c'est con parce qu'on avait bien aimé. Oui. Parce qu'on nous reproche tout le temps de pas aimer les films, mais celui-là on avait bien Non, aimé. c'est super, Donc, Alerte donc voilà. rouge. Donc allez voir plutôt Alerte rouge. Et si vous voulez voir une adaptation récente de Stephen King qui est pas dégueu, moi je conseille Dr. Sleep quand même. Il y a des trucs dans Dr. Sleep pour le coup vraiment terrifiants. C'est pas terrible, il y a plein de trucs un peu, voilà. Mais au moins ils tentent plein de choses. Et il y a des choses qui sont vraiment... Il y a une scène en particulier qui est vraiment dérangeante profondément, quoi. Et dérangeante à la Stephen King, quoi. Donc voilà. Dr. Sleep. Ouais, c'est la suite de Shining qu'il avait écrit. C'est aussi une adaptation d'un de ses romans. Et moi, ça n'engage que moi, et c'est un peu à l'ouest, mais si vous voulez voir une adaptation réussie d'un roman français où il y a de la passion, bah moi je trouve qu'Illusion perdue, c'est très bien. Donc je vous le conseille. C'est complètement à l'ouest. Ouais, c'est complètement à l'ouest, mais bon, au moins il y a de la passion là-dedans, moi je t'ai content Au de le moins, voir. vous partez avec votre lot de recommandations. Et puis, si malgré tout ça, vous voulez vous faire votre propre avis, Firestarter est sorti en salle ce mercredi 1er juin. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Firestarter et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, s'il y a quelqu'un parmi nos auditeurs, au moins une personne qui a apprécié ce film, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saletempourlerépondeur@gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Top Gun Maverick. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Bonsoir l'équipe de Capture, ici votre Captain Speaking. Bon, sincèrement, c'était un beau nanar des 90s, merci TomTom. Il y a des gros problèmes de scénar, il y a des poncifs et tout, mais sincèrement, quel plaisir d'avoir des belles images iconiques, du cinéma un tant soit peu correct et spectaculaire. Plaisir aussi du retour de Val Kilmer, plaisir d'un bel hommage à la première partie de carrière de Tony Scott. Non, franchement, c'était pas mal, quoi. Puis ça donne envie de le revoir. La BO, pareil, bien reboostée par Hans Zimmer. Enfin, voilà, c'était vraiment la Madeleine de Proust, bien revisitée, même si je suis pas un grand fan du premier Top Gun. Là, c'était vraiment de la bonne nostalgie et ça faisait du bien. Salut la team Capture, je profitais juste de ce message pour faire un gros bisou à Julien Charpentier, que je prends un immense plaisir à écouter dans les diverses émissions, notamment dans Steroids où il a intervenu plusieurs fois. Moi perso, je le redécouvre après beaucoup d'années, puisque ado, j'ai beaucoup regardé Game One, et il intervenait sur cette chaîne dans une émission où il présentait des films. Ce qui m'a fait découvrir, c'est des choses que je chéris encore aujourd'hui. Je le remercie énormément, et quand je vois la qualité de ses interventions au sein de vos émissions, je suis d'autant plus heureux, donc voilà. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Stéphane sur le fait que ce soit un film sur Top Gun. Moi je pense que c'est vraiment une suite de Top Gun, même s'il y a beaucoup trop de références au style de Tony Scott. Mais c'est pas une legacy sequel, c'est vraiment une sequel avec d'autres enjeux, un peu mieux maîtrisés que le film de Tony Scott parce qu'il y a une histoire du coup. Même si c'est pas ouf et même si on aurait préféré que Tom Cruise à la fin soit pas aussi un but de lui-même dans le sens où il faut qu'il soit quand même au centre du film et qu'il finalement ne passe pas le relais, ça je suis d'accord. Après non, franchement ça reste un très bon blockbuster. Mollo, la hype sur Top Gun 2. C'est un film kitsch, a une histoire inintéressante. On passe là-dessus parce qu'en fait, on n'est pas venu voir ça, on est venu voir du dogfight, et du dogfight, on en a. Kosinski se démarque de Tony Scott par ses plans en grand angle sur les acteurs qui se prennent des jets dans la gueule. C'est pas mal au début. Il y a quelques gros plans qui ont vraiment de l'intérêt, mais bon, tu sens quand même un peu que c'est la seule trouvaille qu'il ait, même si bon, il y avait quand même quelques passages assez intéressants sur les séquences d'entraînement, les manœuvres, etc.
J'aurais aimé en voir un peu plus, voir quelque chose qui dépasse ou qui égale à du Macross 0, hein, que je recommande à tout le monde. Enfin bon, c'est pas grave. On y va quand même, hein, et puis on attend gentiment James Cameron et George Miller. Allez, bisous. J'attends pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Eric, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci les gars. Et puis merci. Clémence. Voilà, t'as eu chaud là. Tu as échappé belle. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager et qu'on reste indépendant, pour ça n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!